Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, tome 1. Chapitre 13. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupes et élévations du Nautilus. Puis il commença sa description en ces termes. Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre de tête en tête est exactement de 70 mètres et son bau, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième, comme vos steamers de grande marche. Mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés et 45 cm. Son volume, 1500 mètres cubes et 2 dixièmes. Ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux. Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau, il plongeât des 9 dixièmes et qu'il émergeât d'un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume, soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes, c'est-à-dire ne peser que ce même nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant, suivant les dimensions susdites. Le Nautilus se compose de 2 coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunies entre elles par des fers en T qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder. Il adhère par lui-même et non par le serrage des rivets, et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces 2 coques sont fabriquées en tôle d'acier, dont la densité par rapport à l'eau est de 7-8 dixièmes. La première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes. La seconde enveloppe la quille, haute de 50 cm et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux. La machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs ont un poids de 961 tonneaux, 62 centièmes, qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu ? C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un dixième. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau déplaçant alors 1507 tonneaux, ou les pesant, sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets, ils se remplissent et le bateau, s'enfonçant, vient affleurer la surface de l'eau. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan, je le comprends. Mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent
subir une poussée de bas en haut, qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kg par centimètre carré? Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan, car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement de poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. C'est évident, répondis-je. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est du moins très peu compressible. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 dix millionièmes par atmosphère, ou par chaque 30 pieds de profondeur. S'agit-il d'aller à 1000 mètres? Je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres, c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 millièmes. Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes, au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. L'augmentation ne sera conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes. Seulement, monsieur Aronnax, et le calcul est facile à vérifier. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le Nautilus émerge du 10e de sa capacité totale. À ces raisonnements appuyés sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. J'admets vos calculs, capitaine, répondis-je, et j'aurais mauvaise grâce à les contester, puisque l'expérience leur donne raison chaque jour. Mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle. Laquelle, monsieur? Lorsque vous êtes par 1000 mètres de profondeur, les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc à ce moment, vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères, qui est de 100 kg par centimètre carré. De là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner, se hâta de dire le capitaine Nemo. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse, et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres, et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à 2 ou 3 lieues au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. Lesquelles, capitaine? Demandai-je. Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur bâbord, pour évoluer en un mot suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambot et qu'une roue et des palans font agir. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical, au moyen de 2 plans inclinés, attachés à ses flancs, sur son centre de flottaison, plans mobiles, aptes à prendre toutes les positions et qui se manœuvrent de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau? Celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés? Le Nautilus, suivant la disposition de cette inclinaison,
et sous la poussée de son hélice, ou s'enfonce, suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remonte, suivant cette diagonale. Et même, si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice et la pression des eaux fait remonter verticalement le Nautilus comme un ballon qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. « Bravo, capitaine !» m'écriai-je. « Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ?» Le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus et que garnissent des verres lenticulaires. Des verres capables de résister à de telles pressions ? Parfaitement. Le cristal, fragile au choc, offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864, au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères, tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les verres dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admis, capitaine Nemo, mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment, au milieu de l'obscurité des eaux, en arrière de la cage du timonier, est placé un puissant réflecteur électrique, dont les rayons illuminent la mer à un demi-mille de distance. Ah, bravo, 3 fois bravo, capitaine. Je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu narval qui a tant intrigué les savants. À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu un si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. Aucun, monsieur. Mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln, monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine. Mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté, toutefois, de mettre la frégate hors d'état de me nuire. Elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction, c'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo, et je l'aime comme la chair de ma chair. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme, comme l'a si bien dit le Hollandais Janssen, au-dessous et à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer. Pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue. Pas de voile que le vent emporte. Pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter, puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre à redouter, puisqu'il est seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, voilà le navire par excellence. Et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur, et le constructeur plus que le capitaine lui-même, comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus, puisque j'en suis tout à la fois le capitaine, le constructeur et l'ingénieur. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste, le transfiguraient. Oui, il aimait son navire, comme un père aime son enfant. Mais une question, indiscrète peut-être, se posait naturellement, et je ne pus me retenir de la lui faire. « Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo ?»« Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus ? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot.
son arbre d'hélice chez Penn et compagnie de Londres, les plaques de tôle de sa coque chez Laird de Liverpool, son hélice chez Scott de Glasgow. Ses réservoirs ont été fabriqués par Kyle et compagnie de Paris, sa machine par Krupp en Prusse, son éperon dans les ateliers de Motala en Suède, ses instruments de précision chez Hart Frères de New York, etc. Et chacun de ses fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais, repris-je, ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors, il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 1687 000 francs, soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur. Et je pourrais, sans me gêner, payer les 10 milliards de dettes de la France. Je regardai fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre.